la sophrologie, c'est vraiment l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on a tendance dans nos vies actuelles où tout va vite, où on est tout le temps dans nos pensées, dans nos actions, on oublie souvent le corps. En fait, pour moi, c'est une pause, se rappeler qu'on a un corps, qu'on est dans notre corps. Hello les rebelles et bienvenue dans le Walkie Tea Talk, l'espace où l'on parle repos, disruption, mouvement et retour à soi. Dans ce premier épisode, on explore la sophrologie en compagnie de Tania Géant, sophrologue et hypnothérapeute. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous pour les prochains épisodes. En attendant, prenez votre boisson préférée, installez-vous confortablement et gardez de l'espace pour la pratique. Bonne écoute. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode du Tea Talk. Donc j'espère que vous avez votre thé, que vous êtes confortablement installés et que vous êtes prêts pour cette session de discussion avec Tania. Enchantée, Kathleen. Bonsoir à toutes et tous. Ravie de partager ce moment avec Kathleen et avec vous tous. Alors, donc je voulais qu'on discute avec Tania parce qu'on a fait un atelier souffle, yoga, sophrologie et son. Et c'est un combo qui marche super bien. Et c'est vrai que la première fois qu'on a fait cet atelier, c'était en février. Oui, en février. Et personnellement, j'ai été complètement époustouflée de voir à quel point ça fonctionnait très bien. Et je connais la sophro, mais de très loin. Et je me suis dit que ce serait passionnant qu'on puisse avoir cette discussion sur déjà qu'est-ce que c'est la sophro, quelle est ton approche et comment tu l'utilises, voilà, et qu'on puisse discuter aussi des liens qu'il peut y avoir potentiellement avec d'autres techniques qu'on connaît pour la gestion du stress et le repos. Donc d'abord, je vais te laisser te présenter. Pour que tout le monde sache qui tu es. Alors moi, donc, je suis Tania Géant, je suis hypnothérapeute et sophrologue depuis 3 ans. J'exerce en cabinet et donc je pratique aussi des ateliers de groupe comme avec Kathleen et Juliana, donc prof aussi de yoga. Et je me suis reconvertie, puisque avant j'étais dans les ressources humaines et j'ai toujours aimé les gens. Et donc je me suis formée à l'Institut de formation de sophrologie à Paris. Parce qu'il y a environ 30 ans, j'avais testé la sophrologie pour du stress et ça m'avait vraiment transportée et transformée aussi. Donc je me suis formée et maintenant j'accompagne les personnes dans divers domaines avec la sophrologie. Voilà, qui est basée sur la respiration, les contractions musculaires et la visualisation. Voilà. Okay. C'est trop bien. C'est super intéressant ce que tu dis du fait que tu l'as expérimenté. Je crois fermement qu'on n'est jamais meilleur praticien que quand on a soi-même expérimenté les choses et qu'on sait les effets sur soi. Alors moi, je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Kathleen, moi je suis chercheuse en santé publique, mais je suis également enseignante de yoga, de méditation et je suis praticienne en massage sonore avec des bols tibétains et également certifiée pour du yoga nidra. Donc c'est des approches que j'utilise énormément dans mes cours, dans mes sessions en groupe ou individuel. Et mon dada, ma mission, c'est de travailler sur le repos profond, le fait de ne pas juste s'endormir, parce que le repos va au-delà du sommeil, et comment est-ce que en revenant après des pratiques qui sont reposantes profondément, comment est-ce que on change notre façon d'interagir avec le monde. C'est un vaste programme. Mais au sujet aujourd'hui, ça va être la sophrologie. La première question, c'est comment est-ce que tu définis la sophrologie ? Alors pour moi, la sophrologie, c'est vraiment l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'on a tendance dans nos vies actuelles où tout va vite, où on est tout le temps dans nos pensées, dans nos actions, on oublie souvent le corps en fait. Et souvent on nous rappelle par des douleurs, voilà, on n'en prend souvent pas soin, on est dans notre mental. Donc vraiment là, c'est le moment de sophrologie, pour moi c'est une pause, se rappeler qu'on a un corps, qu'on est dans notre corps
et remettre les pièces du puzzle entre le corps et l'esprit. Vraiment que ça soit en harmonie, les deux ensemble. Ouais. Voilà. Parfait. C'est super intéressant parce que c'est vrai que des fois on a tendance à parler de lien corps-esprit dans le yoga, où il y a toute cette notion de mouvement. Alors peut-être que je me trompe, mais les séances que j'ai expérimentées avec toi, on n'a pas tant de mouvement que ça, et pourtant on arrive vraiment à se reconnecter à soi. Et donc ça m'amène à ma deuxième question qui est: comment se passe une séance de sophrologie? Ok. Alors, des séances de sophrologie en individuel, ça commence déjà par un questionnaire, bien sûr, sur l'état de santé, sur le vécu, sur l'état psychologique du moment. Il y a déjà tout un questionnaire au préalable pour connaître vraiment tous les pans de la personne au niveau donc, de la santé, des émotions, du vécu, de l'état psychologique. Et ensuite, on établit souvent un protocole, ce qu'on appelle un protocole en jargon de sophrologue, pour vraiment coller au plus près du besoin de la personne. Après, en atelier de groupe, ça va être différent puisqu'il y a une thématique au préalable qui est déterminée, et donc là, on va emmener les personnes vers le thème choisi du moment, comme hier où on était sur vraiment le nettoyage du printemps et les énergies nouvelles. Et c'était particulièrement bien, donc je vous invite à guetter les prochains ateliers qu'on fera, parce que on a décrété hier que c'était on fonctionnait bien, notre trinôme fonctionne plutôt bien, et on sera ravis de reproposer des ateliers ensemble. Ça m'amène à la deuxième question qui est: combien de temps ça va durer? Est-ce que j'ai besoin d'une séance, ou est-ce qu'il va falloir plusieurs séances? Comment est-ce que ça se passe en général quand on décide d'aller explorer la sophrologie avec toi en particulier? Alors, en général, la sophrologie, il y a 4 grandes thématiques. Il y a l'accompagnement au quotidien qui concerne tout ce qui est gestion du stress, meilleure concentration. Ça peut être aussi améliorer sa mémoire ou meilleur sommeil. Donc ça, c'est tout ce qui est amélioration du quotidien. Donc là, pour ce type de problématiques, souvent, on est entre 6 à 10 séances. Okay. Après, il y a tout ce qui est accompagnement médical, donc pour les douleurs. Donc là, ça va être un petit peu plus long en général, c'est souvent entre 8 à 12 séances. On a aussi tout ce qui est préparation mentale, par exemple pour passer des examens, passer le permis de conduire en toute sérénité, ou bien je peux être un acteur ou un danseur qui a besoin de diminuer son trac. Là, ça va être plus 6 séances pour les préparations mentales. Et ensuite, on a tout ce qui est quatrième partie, tout ce qui est comportement addictif et donc tout ce qui est phobie aussi. Là, ça va être souvent sur 12 séances. Okay. Voilà. Ok, donc c'est important de se rendre compte que ça ne va pas être ce qu'on appelle un quick fix. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à une séance et avoir résolu tous ces problèmes. Je le dis parce que c'est un problème que je rencontre dans la méditation, où très souvent des participants et des participantes qui viennent ont entendu l'ensemble des bienfaits de la méditation et t'attendent à avoir tout ça à la fin de la première séance. Et qui n'ont pas forcément en tête cette notion du fait que cette connexion, elle met du temps à s'établir, et que même si on peut toujours ressentir les bienfaits dès la première séance, il va falloir un travail et un investissement un peu sur la durée pour atteindre son objectif. Oui. Et en séance individuelle, je fonctionne comme ça, je leur envoie des exercices en enregistrement WhatsApp, et donc les personnes normalement refont les exercices tous les jours pour qu'il y ait un ancrage. Ok, bon, du coup, là, on est tout à fait d'accord. Voilà. Ça rejoint, je pense qu'on pourrait en parler pour la pratique posturale, le souffle, la respiration, la méditation. Il y a très souvent cette notion de il faut répéter. Exactement. Pour que le corps se souvienne et enregistre. Ouais, exactement. Donc, si vous entendez ce petit message, et qui n'est pas du tout un message subliminal, mais quand même, c'est vrai qu'on a tendance à dire en fin de cours, n'hésitez pas à le refaire à la maison, etc. Et c'est vrai que dans beaucoup de mes séances, j'essaye de trouver un peu ce que tu dis, des exercices d'intégration qui sont faciles à intégrer à la maison. Mais
je suis ravie que tu enfonces le clou pour moi de l'importance de la répétition. Voilà, pour aller vers l'autonomie, bien sûr. Oui, exactement. Est-ce que toi, tu observes des résistances à lâcher prise? Alors, je vais préciser que dans la séance qu'on a faite hier en groupe, Tania nous a guidés dans beaucoup de visualisations et d'éléments qui demandent d'être ouverts d'esprit, qu'on a beaucoup travaillé sur vider les énergies stagnantes, renouveler son énergie. Donc il y a quand même une certaine ouverture et un certain lâcher-prise à avoir. Et donc je suis curieuse de savoir, est-ce que tu observes des résistances pour ça et comment tu le gères? Donc là, ça c'est... Alors la première résistance en sophrologie que j'ai observée, c'est fermer les yeux. Ok. Souvent les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer ou de pratiquer le yoga, enfin toutes les pratiques de bien-être entre guillemets, souvent ont cette résistance de fermer les yeux, parce que déjà fermer les yeux, c'est déjà une première lâcher prise. Donc au début, on travaille là-dessus par des petits exercices, fermer les yeux et puis écouter son corps au départ. Et ensuite, au fur et à mesure, cet exercice devient quasiment banal en fait. Ok. T'as une progression. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que cette résistance à fermer les yeux en méditation, même en yoga nidra, on la chante un peu en disant soit fermer les yeux, soit adoucissez le regard et regardez un point dans le vague. D'accord. Mais ce que je comprends, c'est qu'en sophrologie, il faut vraiment avoir les yeux fermés. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que tu travailles étape par étape. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire toute une séance sur comment est-ce qu'on lève cette barrière à fermer les yeux. Donc n'hésitez pas à nous dire si pour vous c'est une barrière. On fera toujours demander à Tania de revenir pour une séance spéciale fermer les yeux. Quand tu nous as guidés, en tout cas en séance de groupe, j'ai noté plusieurs points communs avec ce que nous on propose quand on guide en yoga nidra. Donc on a fait des exercices qui nous permettaient de revenir au corps, d'avoir la conscience corporelle, et on a aussi beaucoup travaillé sur les questions d'avoir de l'énergie qui rentre dans le corps ou qui repart, et les notions d'ancrage. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu travailles spécifiquement ces notions-là d'énergie, d'ancrage, de conscience corporelle? Alors, effectivement, je pense que tout ce qui est ancrage et conscience du corps, ça vient pas forcément au début, puisque c'est un travail, je pense, de visualisation. Et parfois, il y a des personnes qui ne visualisent pas du tout leur corps. Notamment, ça je le vois dans notre pratique en hypnose, c'est-à-dire que lorsqu'on demande à la personne de fermer les yeux et par exemple de s'observer à l'extérieur, il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'observer tout de suite. Donc là, moi je fais toujours un travail en fait sur un lieu ressource, parce qu'on a tous un souvenir d'un lieu qu'on a aimé. Donc je pense que la connexion, je la fais toujours avec ce que les gens ont aimé dans leur vie. Et tout de suite, il y a l'émotion qui se connecte dans ton corps, et donc le souvenir qui te revient. Et c'est comme ça que je travaille tout d'abord pour que la personne ait cette conscience corporelle. Je fais un exercice qui est justement le schéma corporel, où la personne se visualise à l'extérieur, mais cet exercice-là, je ne le propose pas au départ des séances, parce qu'il faut d'abord voir si la personne a cette capacité, à cet entraînement, c'est un apprentissage, de pouvoir se voir justement à l'extérieur pour pratiquer ensuite et avoir conscience de son corps. Ok. Et c'est ce que tu dis, ça me fait penser à toute la question d'utiliser les sens. Et c'est vrai qu'on sait que pour les schémas neuronaux, c'est plus facile de les reconnecter quand on utilise les sens et les émotions. Et donc c'est super intéressant, mais c'est aussi intéressant parce que ça me fait pointer une des différences avec le yoga nidra et une partie de la méditation où justement on veut ce retrait des sens pour pouvoir être dans un état un peu flottant. Et c'est vrai que nous on n'utiliserait pas du tout en yoga nidra les questions de retour au sens. On peut utiliser
la sensation quand on guide de lourdeur, potentiellement pour sentir les points de contact le long du corps. On peut utiliser de la visualisation pour demander aux personnes de se visualiser dans un endroit qu'on peut considérer sécurisant, etc. Mais on ne fera pas du tout appel au sens parce que ça nous ferait sortir de l'état de Nidra. Enfin, on est dans cette bulle, dans ce cocon, mais on enlève les sens pour pouvoir être vraiment dans un état de flottaison. Donc c'est intéressant de voir cette différence. Alors que nous on rentre, les sens sont vraiment pour nous les cheminements en fait. Mais du coup c'est intéressant parce que ce que j'entends quand tu en parles, c'est que vraiment la sophrologie elle a cet effet de te réancrer dans le réel. Exactement. Et c'est vrai que le yoga nidra, on se désancre du réel pour avoir accès à un état de conscience modifié. Et ensuite on revient. Donc ça c'était pour la question de la conscience corporelle. Et pour les notions d'énergie et d'ancrage, comment est-ce que tu les travailles toi? Alors ça passe par le souffle. Oui. C'est-à-dire que le souffle, on sait très bien qu'il rentre et qu'il sort, et donc souvent je me sers du souffle pour justement ancrer et aussi pour du coup ramener une nouvelle énergie et sortir une énergie dont on n'a plus besoin. Et ça d'ailleurs en hypnose, ça fait partie d'une technique chamanique qui est d'inspirer le nouveau, enfin la nouveauté, et souffler le passé. Ah, intéressant. Voilà. Il y a une technique bouddhiste qui s'appelle Tonglen. Et c'est un peu similaire. C'est souvent proposé soit pour soi, soit pour les autres. Donc par exemple, si quelqu'un est en train de vivre une situation difficile, on va l'aspirer en visualisant quelque chose de sombre, un peu lourd. Et on expire de la fraîcheur et quelque chose de beaucoup plus clair. C'est une pratique qui est plutôt associée à la compassion. Mais c'est super intéressant de voir que tout le monde fait la même chose. Donc, est-ce que on peut considérer que la sophrologie, c'est un état de conscience modifié, comme en hypnose, comme en méditation, ou comme en yoga, ou pas du tout? Alors, c'est Alphonse Caicedo qui a inventé cette technique dans les années 60, donc c'était un neuropsychiatre. Donc à la base, c'est une technique médicale. Et nous, c'est ce qu'on appelle un état sophroliminal. Donc c'est vraiment entre la veille et le sommeil. Donc c'est différent, je dirais, de l'hypnose. C'est peut-être un cran au-dessus de l'état d'hypnose. Et c'est vraiment entre la veille et le sommeil. D'accord. Et donc le but, c'est que peu importe la séance dans laquelle tu es, tu arrives à atteindre cet état sophroliminal. Oui. Dans le yoga nidra, on dit qu'on a trois états de veille. On a l'état d'éveil, on a l'état entre deux et on a l'état de sommeil. Et quand on guide en yoga nidra, déjà c'est un peu comme en méditation. On dit qu'on guide vers l'état de méditation ou de yoga nidra, mais que c'est il n'y a que la personne qui peut y rentrer. Nous, on aide juste à atteindre cet état-là. Et l'idée, c'est d'être à la limite du sommeil et de réussir à rester réveillé lorsqu'on va atteindre cet état. Donc il y a toute une école qui va demander de faire de l'autosuggestion en disant je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir, je ne veux pas dormir. C'est pas l'école à laquelle j'ai été formée. Celle à laquelle j'ai été formée, c'est plutôt si vous vous endormez, c'est que vous manquez de sommeil, donc dormez. Il y a toujours un travail en arrière qui va se passer. Et lorsqu'on aura atteint un état de repos suffisant, on pourra rester dans cet état entre veille et sommeil. Est-ce que toi, c'est des choses... est-ce que ça correspond un peu à l'état sophro-liminal? C'est vraiment tout à fait... ce que tu me dis là, c'est vraiment, ça résonne en sophrologie, c'est exactement la même chose. C'est que si quelqu'un s'endort, c'est qu'elle a besoin de repos. Et que de toute façon, elle entend quand même quelque part mes paroles. Et que la prochaine fois, effectivement, c'est exactement pareil. Elle revivra différemment. Et que c'est bénéfique pour elle de toute façon. Comment est-ce que la sophrologie va fonctionner ou agir sur la gestion du stress, sur la créativité et potentiellement sur la connaissance de soi? Et alors,
Lors d'une séance, on a toujours à peu près 3-4 exercices donc, de sophrologie qui consistent à beaucoup respirer, bloquer la respiration, contracter les muscles. Donc tous ces mécanismes-là vont venir réveiller ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est donc responsable de la détente dans le corps. Et à force de le solliciter, le niveau de cortisol qui provoque le stress va venir diminuer au fur et à mesure. Et donc cela va aussi dynamiser les cellules du corps. Donc potentiellement pour la créativité, ça sera aussi bénéfique. En tout cas pour le stress, donc ce système parasympathique qui est situé dans le cerveau donc, va venir être activé et donc habitué avec les exercices de respiration à donc diminuer donc, le niveau de cortisol et donc de stress. Ça c'est pour le stress. Pour la créativité, effectivement, donc toutes les cellules vont être régénérées dans le corps. Et cela va permettre aussi donc, donc moins de stress, plus d'énergie et donc une écoute aussi de soi et de son corps qui va être activée en fait à chaque séance. Et sur la connaissance de soi? À chaque fin d'exercice, il y a une prise de conscience de ses ressentis. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mouvement, il y a un retour de son mental pour se connecter à ses ressentis. À chaque fois, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans le quotidien, d'être à l'écoute de ses ressentis. Et donc justement, en sophrologie, il y a toujours une prise de conscience de ce qu'on ressent au moment présent, à l'instant T, en fait, où on vit l'expérience en sophrologie. Tout ce que tu décris sur comment est-ce qu'on va réduire le niveau de cortisol pour la gestion du stress ou sur la régénération pour la créativité, ça fait totalement écho à la façon dont on va aborder les choses dans Yoga Nidra. Souvent, ce qu'on va dire, c'est si vous êtes très fatigué et que vous voulez de la détente, de la régénération, on va plutôt partir sur les premières parties de séances de Yoga Nidra qui sont axées sur la relaxation. Mais l'intérêt du Yoga Nidra et de cet état liminal, c'est d'avoir accès à des choses qui vont ensuite émerger, qui arrivent à revenir à la surface pendant cet état de conscience modifié. Et quand on se réveille, on a toujours accès à ces éléments. Ce que tu dis de la sophrologie, c'est très similaire. Et c'est pas forcément ce qui est mis en avant quand on parle de sophrologie. Je sais pas pour vous, mais moi j'avoue que pour la sophrologie, j'avais toujours eu comme notion, c'est important si on est stressé. Et pour les addictions, c'était les deux indications que j'avais. Mais par exemple, est-ce que c'est possible, si quelqu'un a un blocage d'écriture, de faire des séances de sophrologie? Comment toi tu vois les choses par rapport à ça? Alors, je pense qu'effectivement, le fait de se recentrer sur soi-même, c'est-à-dire d'écouter son corps et son mental, permet justement, comme tu disais en Yoga Nidra, de débloquer en fait, je sais pas, des vieilles croyances ou des vieilles habitudes qui permettent justement de remonter à la surface ce qui était caché depuis quelques années en fait. Ah ouais. Bon, donc voilà, j'en parle. J'ai parlé spécifiquement du blocage d'écriture parce que en tant que chercheur, on écrit beaucoup et qu'on a souvent des blocages qui sont à la frontière entre le stress et justement ce que tu disais, ces croyances de est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, etc. Donc je vais faire l'avocate de la sociologie au laboratoire. Pour toi, quels sont les mythes ou les croyances, les idées préconçues qu'on a généralement sur la sophrologie? Et quelle est ta réponse à ces mythes, croyances, idées Alors souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est « Ah, la sophrologie, oui, c'est de la méditation. » Ça, c'est toujours... voilà, les gens ne connaissent... C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Pourtant, ça existe quand même depuis les années 60. Puisque, comme je te le disais, ça a été créé par ce neuropsychiatre qui a voulu en fait améliorer le confort des malades psychiatriques. Donc, à la base, c'était vraiment une méthode médicale.
Et au fur et à mesure, avec les années 70, ça s'est transformé en développement personnel. Et en fait, souvent, les gens disent ah bah, sophrologie, oui, donc méditation. Et donc, bon, c'est vrai que c'est aussi une pratique de bien-être, mais qui est aussi utilisée, même, on le sait, dans les services d'oncologie, à l'hôpital, etc. Donc, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une méthode un peu différente, on va dire. Voilà. Et du coup, pour toi, quelle est la différence fondamentale entre la sophrologie et la méditation? Alors pour moi, la différence est que déjà il y a des exercices à réaliser en pleine... Enfin je dirais, quand on fait des exercices en sophrologie, on est en pleine conscience. Oui. Ensuite, c'est vrai que dans l'exercice de visualisation, là effectivement la conscience est un peu modifiée. Bien que lorsque l'on respire beaucoup, déjà, ça permet aussi d'être dans un autre état. Je pense que c'est dans l'état de conscience que ça va différer et dans le fait qu'il y a de la contraction, des contractions du corps. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est le but. C'est-à-dire que les pratiques, les étapes peuvent se ressembler, mais l'objectif n'est pas nécessairement le même. Et du coup, je pense que c'est important pour les personnes qui choisissent une pratique d'être au clair sur qu'est-ce qu'elles attendent de cette pratique. Ça ne veut pas dire qu'une pratique sera meilleure ou moins bien qu'une autre. Elles ont toutes leurs avantages et je pense qu'elles peuvent être très similaires. Et de ce que tu dis, je pense que effectivement quelqu'un qui médite, qui va en séance de sophrologie, va peut-être même plus rapidement avoir tous les bienfaits de la sophro parce que il a déjà des schémas corporels, psychiques qui sont déjà neurologiques, qui sont déjà établis. Mais l'objectif à la fin n'est pas nécessairement le même. Et ce serait dommage d'aller à une séance de méditation en attendant les effets de la sophro et à l'inverse d'aller en sophro et en se disant je vais méditer et d'être très déçue. Comment dire ? Est-ce qu'il y avait d'autres mythes ou idées reçues sur la sophrologie que tu avais en tête ? Non, je n'ai pas d'autres. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Donc si vous avez des questions quand vous regarderez ce replay, vous êtes les bienvenus pour nous les envoyer. On sera ravis d'y répondre. Et il nous reste encore un petit peu de temps, donc on a largement le temps de tester un exercice de sophro, de faire une vraie introduction à la sophrologie. Donc moi je suis avec mon thé et je vais suivre les indications de Tania en direct. Eh ben, écoutez, on va pouvoir démarrer. Du coup, je vais me lever. Voilà. Je vais suivre. Ok. Ça marche. Ketli va être mon compagne. Ok, Ketli. Alors, je vais vous proposer donc pour cette soirée une bulle de sérénité. Voilà. Je suis ravie d'être venue. Voilà. Je vais pousser la chaise pour que soit à l'aise. Mais... Ok. Et du coup, donc cette bulle de sérénité, comme on en parlait, ça commence déjà par fermer les yeux. Voilà. Et puis, on prend une profonde inspiration pour couper avec les énergies d'avant. Et souffler. Et on va refaire une deuxième fois. Inspirer par le nez. Et souffler. Et encore une dernière fois, inspirer. Et souffler et ressentir tout son corps au moment présent. Et à présent, vous allez inspirer par le nez. Bloquer la respiration. Et vous allez venir faire des torsions avec les bras, comme pour commencer à créer une bulle autour de vous. Et revenir au centre en soufflant et en relâchant tout le bras. Et vous pouvez ressentir dans cette torsion que vous venez de faire tout le haut du corps, tous les ressentis avec ce mouvement.
prendre conscience justement du mouvement que vous venez de faire pour commencer à créer une bulle autour de vous. Et on va recommencer une deuxième fois. Vous allez prendre profonde inspiration par le nez. Bloquer votre respiration et venir faire une bulle autour de vous en torsion. Continuez à la construire, cette bulle, comme une zone de confort, une zone de sécurité tout autour de vous. Et vous allez revenir tranquillement au point de départ en soufflant et en relâchant les bras. Et vous pouvez commencer à ressentir de la détente dans le haut du buste, dans les bras, dans les poignets. Et prendre conscience de ce bien-être que vous construisez autour de vous, cette bulle. Vous pouvez lui donner une forme, une couleur à cette bulle autour de vous. Et on va recommencer une dernière fois. Inspirez par le nez. Bloquez la respiration et venez finir de construire cette bulle autour de vous, cette bulle de bien-être. Avec tout ce qu'elle a besoin pour vraiment vous sentir en détente, en sécurité, dans un confort total. Et vous allez revenir en soufflant et ressentir dans votre corps toute cette détente qui s'installe avec ce relâchement des bras, des épaules, de tout votre buste. Et prenez conscience de votre capacité à créer cette bulle de sérénité autour de vous. Et l'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. C'était trop bien. J'ai oublié tous mes problèmes de la journée. Ok, donc on va partir de la bulle de douceur dans laquelle vous êtes actuellement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Encore une fois, grande inspiration par le nez, grande expiration par le nez. Et dernière grande inspiration par le nez, grande expiration par le nez. Et ici, gardez l'attention à l'intérieur de la bulle et laissez-vous juste porter par les bruits et les sons.
Et puis tout doucement, en prenant tout votre temps pour amener petit à petit la conscience à l'intérieur de votre corps. Laissez de nouveau peut-être les bruits traverser la bulle que vous aviez construite. Ressentir petit à petit le contact de votre corps sur le support et le sol. La sensation de l'air sur la peau et le toucher des vêtements sur votre corps. Ramenez du souffle à l'intérieur du corps en laissant le souffle vous traverser du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et du bout des orteils au sommet du crâne. Quand vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez à votre rythme et de la manière dont vous le sentez revenir ici et maintenant. Et pour la nuit, je vous invite à garder la bulle de douceur dans laquelle vous êtes. Jusqu'à demain matin. Chouette. Aïe, 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 c'est vraiment... Merci Kathleen. Merci Tania. Franchement, je pense que on est bien, ce sont des pratiques tout à fait complémentaires. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de proposer encore des séances ensemble. Donc bien évidemment, vous n'avez eu qu'un petit aperçu de nos talents respectifs. Aux ateliers qu'on propose, les séances sont plus longues. Enfin, c'était 40 minutes de sophro. Ouais, je crois. Voilà, 40 minutes de sophro et 40 minutes de bain sonore plus large aussi, qui allaient bien ensemble. Et voilà, ça fonctionnait très très bien. Donc on sera ravis de vous reproposer ça. Avant qu'on se quitte, Tania, comment est-ce qu'on peut avoir des informations? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Comment est-ce que tu fonctionnes? Dis-nous tout, comment on sache. Oui, donc moi j'ai mon site internet qui est www.capzensophro.fr et voilà, tout simplement. Contacter. Du coup, à Courbevoie. Donc je suis à Courbevoie. Donc j'ai 2 cabinets. Et je vous remettrai du coup le site internet de Tania, son Insta pour suivre tous les événements. Et puis moi, Kathleen.Woki sur Insta. Je n'ai toujours pas de site internet, mais ça arrivera un jour. C'est sûr. C'est en cours. Ça arrivera un jour. Et voilà, on sera ravis de vous partager la suite. Tania l'a légèrement évoqué, elle est également hypnothérapeute, donc ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine discussion sur l'hypnose. En tout cas, laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pratique de sophro? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'association Sophrologie et Son? On sera ravis d'avoir vos retours et de répondre à toutes vos questions. Très bonne soirée. Très bonne soirée, merci. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment du Woki Tea Talk. On espère que la conversation et la pratique vous ont plu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire tous vos retours et toutes vos questions. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine en étant délivré, reposé et affûté. À très vite.